bonjour. Donc Roland Berger avait commis cette fameuse étude en 2014 qui annonçait un volume important d'emplois qui serait automatisable à long terme. Cette étude avait été beaucoup reprise, beaucoup commentée, parce que c'était la première fois qu'on jetait des chiffres sur cette réalité qu'on percevait tous, qui était le développement d'une nouvelle vague d'automatisation. L'automatisation, c'est une tendance très ancienne, en fait, ça date du début du XVIIIe siècle. Ça commence par la disparition ou la quasi-disparition progressive de l'emploi agricole, l'automatisation des emplois agricoles, puis la grande vague d'automatisation se porte sur les emplois industriels, et on arrive effectivement à une situation actuelle où il y a une nouvelle vague d'automatisation. En travaillant sur ce que pouvait être l'impact à long terme, sur une base d'une approche probabiliste, effectivement, on avait essayé de jeter des premiers éléments sur ce sujet-là. On a entre-temps continué notre réflexion. On travaille beaucoup pour des grands acteurs publics et privés sur cette question de la transformation digitale, sur cette question de la GPEC, comment conduire effectivement la GPEC, la transformation des ressources humaines dans un univers digital. Et donc, l'idée là, c'est de vous restituer quelques éléments là-dessus. Voilà. Alors, premier élément, peut-être liminaire, très rapide, juste un point de réalité qui est important et qu'on oublie parfois quand on discute d'intelligence artificielle. Le marché de l'emploi, les dynamiques de l'emploi, les transformations de l'emploi, elles sont structurées par des tas de choses. Et la technologie est une composante, mais ce n'est pas la seule composante. Donc c'est juste pour rappel et pour que vous gardiez ça en tête. Il y a des tendances institutionnelles, par exemple la flexibilisation du marché de l'emploi, la flexibilisation des contrats. C'est des tendances lourdes qui existent à côté des évolutions technologiques. Il y a des tendances sociétales. Exemple de tendance sociétale, l'idée selon laquelle de plus en plus demain, l'attente des salariés, des collaborateurs portera sur une expérience et pas simplement sur un gagne-pain. Je veux une expérience, pas simplement un gagne-pain, c'est cette idée d'un travail expérientiel. Il y a aussi des tendances démographiques. Voilà, la France est un pays qui est plutôt dans une vague de croissance démographique par rapport aux autres pays européens. Ça a un impact sur le marché de l'emploi. Donc il y a effectivement tout un tas de tendances. Toutes ces tendances sont liées les unes aux autres. Voilà, on aura de plus en plus d'automatisation, les frontières de l'entreprise seront de plus en plus poreuses. Ben ça a un lien à la fois avec la technologie, des évolutions institutionnelles, des évolutions sur le contrat de travail. Tout est dans tout. En tout cas, le marché de l'emploi va être amené à évoluer de façon significative dans les prochaines années et la définition même d'un emploi va changer de façon significative. Voilà. Une fois que tout ceci est dit en termes de propos liminaires, de quoi on parle quand on parle d'automatisation, d'intelligence artificielle, de robotique, etc. D'abord, nous, notre conviction, c'est que l'intelligence artificielle va avoir un certain nombre d'impacts majeurs et transformants sur les entreprises. On avait fait effectivement cette étude de 2014 dont je vous parlais sur une vision plus macroéconomique. Quels vont être les impacts sur des grands chiffres? On avait sorti un chiffre qui était effectivement 42% des emplois. En gros, un emploi sur deux va être significativement transformé, soit qu'il va disparaître, soit qu'il va être un nouvel emploi, soit que son contenu va se transformer de façon radicale dans les 10 à 20 prochaines années. C'est difficile d'être plus précis. Mais en tout cas, on est sur une vague de transformation extrêmement importante et il y aura des sujets de transformation des métiers en lien avec l'intelligence artificielle, éventuellement la robotique sur pratiquement tous les métiers, sur un métier sur deux. Un sujet sur la transformation du mode de management. On ne managera pas demain dans un monde saturé d'intelligence artificielle, saturé d'algorithmes, comme on manage aujourd'hui. Ça, c'est un élément important. On va passer, en gros, du savoir-faire au savoir-faire-faire et au savoir contrôler. Ça, c'est très important. On est jusqu'ici dans un univers où voilà, il faut faire quelque chose, savoir le faire, savoir transmettre à ses équipes comment le faire. L'univers ou le paradigme dans lequel on va être dans les prochaines années va être progressivement un paradigme où on va apprendre à faire par la machine. C'est vrai notamment en usine, on va en reparler, c'est tout le sujet de la cobotique, ça change énormément de choses. En termes de compétences, on va effectivement devoir faire évoluer le mix de compétences au sein des entreprises. Ça a une signification en termes de recrutement, elle est évidente. Voilà, plus de data scientists, plus d'ingénieurs, plus de programmeurs, plus de tout ce que vous voulez de ce genre d'emploi avec des qualifications élevées. Ce qui signifie au niveau macro, un sujet, c'est ce qu'on appelle le skill gap. C'est-à-dire demain, il n'y a pas assez de cadres aujourd'hui, demain, ce sera encore plus un problème. Donc le sujet de la pénurie de talents et donc de la guerre des talents sera un sujet de plus en plus important. Enfin, le fait que le sujet de l'intelligence artificielle, c'est aussi des opportunités de réinvention du business, de la posture de relation aux clients, de la manière dont on fait effectivement des affaires, des business models. Et ça signifie des changements dans la posture de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Alors, basiquement, et sans revenir sur des détails, je suis sûr qu'il y a
plein d'intervenants qui vous ont raconté des tas de choses sur l'intelligence artificielle. Avant, le sujet de l'automatisation, donc je prends vraiment ça au sens d'automatisation, c'était d'abord un sujet d'automatisation de tâches répétitives. De plus en plus, les sujets d'automatisation vont impacter, je ne veux pas dire qu'ils vont les transformer tous massivement, mais vont impacter, vont transformer un peu ou beaucoup l'ensemble des tâches, l'ensemble des métiers, et donc y compris des choses qui sont moins répétitives que par le passé. Donc ça signifie qu'on va voir effectivement des phénomènes de transformation, pas simplement des métiers qu'on dit col bleu, des métiers effectivement de mise en œuvre, des métiers d'exécution plutôt physique, mais aussi des métiers plus de col blanc, qui sont plutôt des métiers tertiaires, qui sont plutôt des métiers intellectuels. Donc c'est ça, effectivement, la grande nouveauté, et c'est ça le sujet principal. Première chose. Deuxième chose, nous, notre modélisation économique, sans rentrer dans trop de détails parce qu'on n'a pas le temps ici, c'est que le pur impact de l'IA, quand vous enlevez tout un autre ensemble d'évolutions, de tendances, voilà, c'est une courbe en U en termes d'emploi. C'est-à-dire, vous avez une vague de transformation, vous avez une vague d'automatisation et donc plutôt de destruction d'emplois, qui est légèrement compensée par la création d'emplois qualifiés qui permettent cette automatisation. Mais les gains de productivité et les gains d'efficience des entreprises signifient qu'à moyen terme, et c'est classique, ça ressemble beaucoup à un phénomène de destruction créatrice qu'on a vu beaucoup de fois dans l'économie depuis 3 siècles, cette vague de transformation, elle permet à un moment donné de recréer en gros l'emploi qui avait été perdu. Donc on va assister à ça. Cette belle courbe, effectivement, vous ne la verrez jamais dans la réalité parce qu'elle sera nuancée, effacée, déformée par tout un tas d'autres tendances, d'où ma référence tout à l'heure au fait qu'il y a aussi des tendances démographiques, qu'il y a aussi des tendances sociologiques, des tendances institutionnelles à l'œuvre et qui brouillent effectivement le pur effet de la technologie, mais en sous-jacent, il y a ce sujet-là, cette vague d'automatisation qui, au final, recrée de l'emploi, mais qui, entre-temps, effectivement, génère des pertes d'emploi. Si on prend un peu la vue sectorielle, je ne sais pas si c'est très lisible en fait, parce que c'est écrit petit, mais on peut le résumer. On reste dans un univers où on va continuer l'automatisation des métiers et donc des pertes d'emplois dans les secteurs où on effectue des choses dans le monde réel. Donc typiquement, on va continuer à poursuivre les vagues d'automatisation dans l'industrie, on va commencer et amplifier les vagues d'automatisation dans certains secteurs comme la logistique, comme les utilités, l'énergie, etc. Donc ça, c'est des premiers blocs. Donc on va continuer effectivement les pertes d'emplois sur ces secteurs-là. Dans l'autre sens, on va continuer les tendances qu'on identifie d'ores et déjà depuis une vingtaine d'années, d'augmentation des métiers intellectuels, des métiers d'ingénierie. Voilà. Avec les métiers de service, la question se pose. Les métiers de service, par exemple les métiers du commerce, ils vont évoluer d'une manière différente par rapport à ce qu'on a vu dans les 20 dernières années. En gros, jusqu'ici, le mécanisme de l'économie, c'était destruction d'emplois dans l'industrie, augmentation des métiers tertiaires, et avec l'impression que les métiers tertiaires, les services, leur croissance pouvait être infinie, puisque voilà, les services qu'on peut rendre à quelqu'un sont indéfinis par nature. La transformation qu'apporte l'automatisation à ça, c'est que les tâches répétitives, simples, d'abord de ces métiers de services, en fin de compte, elles sont automatisables. Il y a des choses qui s'automatisent, y compris quand on pense à des choses comme le e-commerce, par exemple. Voilà, le e-commerce, il y a une couche d'automatisation là-dedans, évidemment, et surtout, il y a une disparition des réseaux physiques. Voilà. Donc, du coup, le panorama de l'emploi par secteur, il est également contrasté. C'est-à-dire, on poursuit effectivement la croissance des métiers et des secteurs à très fort niveau de qualification. On continue la baisse historique sur les métiers et les secteurs qui sont plutôt des secteurs industriels. Et on a une évolution très contrastée sur les métiers effectivement tertiaire. Autre élément qui est important et je pense qu'on ne prend pas assez en compte quand on a un discours sur les sujets d'automatisation, intelligence artificielle, transformation digitale, etc., c'est le sujet de la polarisation territoriale. Je pourrais vous exprimer ça avec une petite métaphore ou une petite histoire rigolote. Quand vous achetez un livre sur Amazon, vous n'achetez pas un livre chez votre libraire. Imaginez que vous soyez dans la Creuse, je dis n'importe où, ou à Clermont-Ferrand, exemple au hasard. Vous êtes à Clermont-Ferrand, vous n'allez plus chez le libraire, vous achetez chez Amazon. Si plein de gens font ça, vous détruisez un emploi de libraire à Clermont-Ferrand et vous créez un autre emploi qui va être un emploi de designer d'expérience web, je dis n'importe quoi, voilà. Mais il ne va pas être à Clermont-Ferrand. Il n'est peut-être pas en France, il est peut-être à Paris, peut-être à Nantes dans le meilleur des cas, certainement pas dans une ville plus petite. Voilà. Et donc, ce que ça signifie, c'est que cette vague de transformation technologique, elle a un impact sur les secteurs, on l'a vu, ça c'est classique, c'est attendu. Elle a aussi un impact sur la polarisation territoriale. En gros, développement des emplois qualifiés
là où il y a déjà beaucoup d'emplois qualifiés, donc typiquement en France, la métropole parisienne, les grandes métropoles, voilà, et elle a un effet effectivement plutôt de laminage de l'emploi sur les villes moyennes. Et donc ça, c'est un enjeu effectivement, à la fois pour la puissance publique, mais aussi pour typiquement des entreprises qui sont implantées sur l'ensemble du territoire national. Comment est-ce qu'on gère cette transformation et ce shortage en termes d'emploi? Ça a bien sûr des impacts ensuite démographiques, etc. Parce que voilà, les gens bougent en fonction de là où il y a des bassins d'emploi. C'est comme ça à long terme. Autre élément dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un élément important, c'est le sujet du skill gap. Le skill gap, c'est ce concept selon lequel vous avez un déséquilibre entre l'offre et la demande. Techniquement, ça se renvoie au fait qu'en France, en réalité, il n'y a pas un marché de l'emploi, il y a deux marchés de l'emploi. Il y a un marché de l'emploi peu qualifié. Ce marché de l'emploi, on est plutôt dans une situation effectivement où il y a du chômage, donc il y a un déséquilibre dans l'autre sens. Mais sur le marché de l'emploi qualifié, on a historiquement plutôt un marché de l'emploi qui est tendu, aussi tendu que ce qu'on voit en Angleterre, en Allemagne, etc. Et où donc on a plus besoin de cadres, on a plus besoin d'ingénieurs, on a plus besoin de programmeurs, on a plus besoin de métiers qualifiés qu'il y en a sur le marché. Bon. Les évolutions en lien avec l'automatisation, en lien avec le développement d'intelligence artificielle, elles vont avoir tendance à ponctionner davantage, effectivement, de cadres, à consommer davantage de cadres. Et comme en France, on est plutôt dans un pays qui n'est pas bon pour faire passer les gens d'une catégorie à une autre, on est dans un... Il y a des réformes en cours, mais on est plutôt dans un pays qui, historiquement, n'est pas très efficient en termes de politique de la formation professionnelle, par exemple, qui n'est pas très bon à requalifier les gens pendant le courant de leur vie, pas très bon à changer les gens de statut, de les passer de non-cadre à cadre. Si on compare, toute proportion gardée, à des pays scandinaves ou à l'Allemagne. On va vers une situation de très forte tension sur le marché des cadres. Et donc ça, c'est inéluctable, c'est mécanique. Et donc même si effectivement les pouvoirs publics font un énorme effort pour augmenter le nombre de places en école d'ingénieurs, etc., on aura mécaniquement cet effet-là. Nous, on le chiffre à une extension à plus 300 000, effectivement, manque de postes, enfin, postes non pourvus. Mais projection à 2027. C'est une estimation, elle est sans doute un peu fausse, mais elle n'est pas loin de la réalité, c'est un énorme chiffre. C'est un énorme chiffre. Donc ça, en termes de politique RH des entreprises, ce sera un énorme défi. Ce sera un énorme défi opérationnel. Où est-ce qu'on va aller chercher les cadres? Comment est-ce qu'on met en place les processus qui permettent de faire changer des gens au sein d'entreprises d'une catégorie à une autre, voire aller chercher des gens qui ne sont pas totalement qualifiés pour ce qu'on veut leur faire faire et les faire monter en qualification progressivement parce que vous n'aurez pas d'alternative. Voilà, donc c'est un élément important. Si on rentre maintenant un peu plus, puisque le sujet c'était risque et opportunité pour le recruteur et les collaborateurs, à quoi ça va ressembler effectivement? Alors, prenons quelques éléments un peu concrets sur ces sujets d'intelligence artificielle, de robots, etc. Si on regarde un peu l'usine. L'usine, demain, peut-être quelques éléments qui sont intéressants. Je laisse de côté peut-être des sujets qui sont assez connus, de maintenance prédictive, des choses comme ça, de design automatique, tout ça c'est assez sophistiqué, mais très simplement en termes d'actes métiers. Première chose, la cobotique. Aujourd'hui, vous allez dans une usine, même une usine très perfectionnée, il commence à y avoir un peu de cobotique, mais il n'y en a pas tellement. Et donc, en gros, les gens voilà, qui sont techniciens, ouvriers, leur métier consiste à faire des choses. Donc, ils savent faire des choses, ils ont un savoir-faire. En général, ce savoir-faire, il n'est pas totalement codifié. D'accord ? Il n'est pas forcément écrit noir sur blanc quelque part. Il est dans la tête des gens et ces gens font des choses. Ça peut être des choses relativement complexes ou sophistiquées. Demain, le sujet, ça va être de prendre ces mêmes personnes et de les changer complètement de posture, d'en faire des gens qui vont être capables de prendre tout ce savoir-faire, pas ce savoir-faire qu'ils ont, et à le transmettre à un cobot qui va effectuer les tâches pour eux. C'est très bien pour eux. Ça veut dire que l'acte physique qui peut être impactant sur créer des douleurs musculaires, créer des accidents du travail, etc., ne sera plus réalisé par des opérateurs humains. Néanmoins, ça demande, pour des gens qui ont fait ça toute leur vie, un changement radical de posture. Un changement radical de posture. Et aujourd'hui, on n'a pas les outils pour faire ce changement, pour accompagner les gens dans ce changement qui consiste à passer de « je fais quelque chose » à « j'explique à la machine comment le faire à ma place ». Et c'est un vrai challenge dans les usines auxquelles se préparent tout un tas d'acteurs, par exemple dans les métiers de l'automobile, de l'électronique, etc. On y réfléchit beaucoup parce que ça va être un gros sujet effectivement pour demain. De la même façon,
les sujets autour de l'affichage tête haute, donc cet élément d'équipement qui permet d'avoir accès à de l'information en temps réel sans avoir besoin d'arrêter le processus de travail, change complètement la façon dont est managée globalement l'entreprise, l'usine, en permettant une fluidité beaucoup plus grande dans la transmission d'informations. Mais ça signifie une capacité à la fois à tenir son poste, à assimiler de l'information, à assimiler de la mise à jour d'informations, et tout ça en temps réel, ce qui peut aller vite, effectivement, et donc à assimiler différents types de niveaux, différents niveaux et différents canaux d'information. Voilà, et de passer donc d'un univers relativement simple en termes de consignes, vers beaucoup plus complexe et éventuellement contradictoire. Ça, c'est un très fort changement également. Voilà, je vous passe la gestion prédictive, je vous passe les chaînes de montage intelligentes, modulaires, etc. Vous imaginez bien, tout ça, ça change des choses. Autre exemple, les sujets autour de la transformation de la relation client. Toute une partie de la relation client, effectivement, celle à moins forte valeur ajoutée, celle qui est la plus automatisable, effectivement, elle est prise en main et mise en œuvre par des canaux ou par des outils plus automatiques. Donc ça pose une question qui est, en gros, l'ensemble de mes collaborateurs qui sont habitués, je ne sais pas, dans une banque, dans l'immobilier, etc., à répondre à des questions simples. On me demande un truc simple, je réponds à un truc simple. Voilà, tout d'un coup, et de temps en temps, je gère un cas complexe, mais c'est l'exception. Tout d'un coup, il y en a beaucoup moins et ils ne gèrent que des cas complexes. Donc, surchauffe cognitive, donc, effectivement, stress, donc, pression. Et ça, c'est quelque chose qui se gère, ça va être une forte problématique à horizon 5-10 ans. Un exemple que moi j'aime bien, puisqu'il ne s'agit pas de salariés, mais il s'agit quand même d'un impact qu'on constate. On accompagne aujourd'hui des cabinets d'avocats dans leur réflexion sur leur transformation digitale, sur tous les impacts en termes de digitalisation, dématérialisation, d'automatisation. Donc c'est un énorme sujet pour les professions juridiques. Comment est-ce qu'on est un avocat, comment est-ce qu'on est un juriste dans un monde où il y a de la justice prédictive, dans un monde où il y a de l'automatisation partielle de la rédaction d'actes. Même sujet que sur la relation client. Demain, les avocats, ils ne font plus les choses simples, en fait. Ils ne sont plus en train de rédiger des actes simples. Il y a des machines pour faire ça. Et donc, ils sont là pour apporter à leurs clients un service, tout le temps, un service forte valeur en termes de conseils, forte valeur ajoutée, etc. Et donc, ils sont eux aussi potentiellement un peu en surchauffe. Ce sera un sujet pour les cabinets d'avocats. Dernier exemple, peut-être, intéressant aussi, c'est la question de la porosité entre l'interne et l'externe. Dans un univers où vous avez beaucoup de fonctions de l'entreprise qui sont dépendantes, qui sont beaucoup plus dépendantes que par le passé de logiciels et d'automatisation, vous avez beaucoup plus d'interventions de prestataires externes au sein de l'entreprise, parce que l'entreprise n'a pas vocation à internaliser toutes les capacités de développement logiciel, d'algorithmes, de data scientist, etc. Et donc, vous passez d'organisations qui, c'est encore très vrai des organisations traditionnelles, sont assez cloisonnées. Il y a un intérieur et un extérieur. On a des prestataires, mais quand ils viennent, ils ont un badge prestataire. On sait bien que c'est des prestataires. Et puis, ils repartiront. On va passer de cet univers-là à un univers qui va être beaucoup plus poreux, beaucoup plus de circulation, pas une entreprise cloisonnée, une entreprise étendue. Donc ça aussi, effectivement, c'est une véritable transformation des organisations. Et donc, on passe d'un univers où il y a des gens dans les entreprises et puis à côté, tout autour, des experts, à une situation où, en fin de compte, comme beaucoup de choses sont automatisées et ne sont plus réalisées lorsqu'elles sont à faible valeur ajoutée, par personne, parce qu'elles sont faites par des machines, du coup, on est tous... c'est l'utopie de cette histoire, on devient tous des experts, des partenaires, etc. Mais ça change considérablement la façon dont fonctionne l'entreprise. Voilà. C'était effectivement un petit aperçu de toutes ces transformations. N'hésitez pas à venir sur notre site internet et à regarder nos publications. On publie régulièrement, pratiquement chaque année maintenant, sur ces transformations en lien avec l'intelligence artificielle, la digitalisation et les transformations du marché de l'emploi. Merci beaucoup.